On va y arriver. Les aléas du direct. Bon, alors, bonjour à tous. Je voulais juste introduire cette conférence. D'abord, en vous souhaitant à tous une très bonne année. Vous avez reçu les vœux de l'association en ligne, mais c'est toujours, ça va toujours mieux en le disant. Donc, je vous souhaite individuellement une très bonne année et je souhaite à BTS une année pleine de découvertes intéressantes. Donc, nous continuons sur le thème de l'eau, avec cette fois une conférence plus iconographique. On était dans la Bible la dernière fois, juste avant les vacances. Et donc, avec Béatrice Muller, que nous connaissons déjà bien, que nous avons entendu l'année dernière, et qui a la gentillesse de venir nous en parler, avec Margot Spruit, qui enseigne ici. Et donc, toutes les deux nous ont préparé quelque chose sur l'iconographie de l'eau. Et je leur laisse la parole. Alors, je salue les personnes présentes, je l'ai déjà fait, mais les personnes qui sont en ligne, en les remerciant de s'être connectées. Alors, parler de l'eau en Mésopotamie amène immédiatement à évoquer ces figures. J'ai oublié mon pointeur. Je n'arrive pas à avoir plus de son. On a un vase d'où jaillissent des flots, symbole évident de fertilité et d'abondance, comme vous le voyez sur le registre inférieur ici, du panneau central de la peinture de l'investiture du palais de Marie. Et si vous commencez, avant de parler d'images, nous parlons de réalité. C'est vers Jean-Claude Margueron activer le son. Mais, dis, on n'entend rien. Mais excusez-nous, mais en fait, on ne vous entend plus. Voilà, c'est ça. Béatrice, on ne t'entend plus. On n'entend rien du tout. On n'entend rien du tout. Ok, il y a un problème. Là, ça devrait être bon. Oui, Ça y est, oui. Super. Vous aviez dû couper le micro et il vaut Ouais, mieux rester ouais. assise près de l'ordinateur, sinon on vous entend très très mal, même si on vous entend. Ah, il faut qu'on soit proche de l'ordre, sinon ils ne nous entendent pas. Bon, autrement dit, il faut s'asseoir, quoi. C'est un peu risqué, oui. Désolée, Béatrice. Bon. Donc, parler de l'eau, ça commence par la géographie, c'est-à-dire les mers, autrement dit, la Méditerranée et le golfe qui forment une sorte d'axe, mais aussi, bien sûr, la mer Caspienne, la mer Rouge et la mer Noire qui n'est pas sur la carte. La mer qui entoure ce bassin syro-mésopotamien que Jean Margueron voyait comme un isthme à la charnière de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie, et où, grâce à un climat favorable, a pu naître l'agriculture, comme vous le savez, et où, grâce aux fleuves, à savoir le Tigre et l'Euphrate, le Tigre, ici, a une aquarelle de Walter André, qui était le fouilleur du site de Assour, et l'Euphrate, ici, deux photos prises près de Marie. Donc, le Tigre et l'Euphrate permettant les échanges entre ces deux milieux complémentaires constitués de la montagne, des montagnes d'une part, et des vallées des plaines d'autre part, où ont pu se développer les premières villes. Pour introduire le sujet, je vais vous montrer un certain nombre de photos prises par Jean Margueron pendant le quelques demi-siècles de ses fouilles en Orient, et certaines choisies telles quelles dans ses PowerPoints. Je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus, mais même pour ceux d'entre vous, et ils sont nombreux, qui connaissent ces régions, il nous a paru utile de montrer un peu l'importance cruciale que pouvait avoir l'eau par rapport à un climat plus tempéré. En effet, parce que le climat
violents. Les violences du climat se manifestent aussi Ah bien non, mais par tu des parles, spectaculaires tu t'entends pas, ma chérie. que par des pluies diluviennes, ici sur la maison de fouille de Marie, photo prise par André Parot, et nous avons vécu aussi des grosses pluies en 1994. Pluie capable d'inonder toute la vallée. Vous avez sur la photo du bas les environs du site de Larsa, et sur la photo du haut, la steppe désertique sur la route entre Dérésor et Palmyre, où, étonnamment, après une pluie, ça s'était transformé en lac, avec même des oiseaux aquatiques qui étaient déjà venus. Ici, une photo datant de 1920 de la ville de Dérésor, complètement inondée. Le Wadi Es-Souab, à quelques dizaines de kilomètres de Marie, qu'il fallait traverser, mais qui avait cassé le pont. Vous voyez ici, c'est devenu en fait un oued, c'est-à-dire un cours d'eau intermittent, mais lorsqu'il est en crue, il peut être tout à fait dévastateur. Ou bien ici, le spectacle désolant de fonds de fouille après des pluies et qui font en fait fondre l'architecture de briques crues. Ou bien encore en bordure du tel de Marie, en bordure de la route. Et ceci nous conduit à, ou bien encore le ravinement que cette eau peut causer, comme vous le voyez ici. Et ceci nous conduit à l'hydrologie, chère elle aussi à Jean Margueron, et à la connaissance du terrain requise pour préserver préventivement les bâtiments. Pas dès que tu baisses. Dès que tu regardes ton... ainsi que des remontées capillaires depuis la nappe phréatique, et justement par la couche de préparation que vous avez ici en rouge, mise sur le terrain vierge de façon à surélever la ville, Marie et d'autres, de justement des remontées capillaires. Et pour terminer sur cette série qui montre l'eau considérée comme un agent négatif, comme vous aurez compris, un agent négatif dangereux, ce schéma sur la configuration des rues de Marie, rues dont l'une des fonctions était à la fois d'absorber les eaux de pluie et d'en canaliser les surplus vers les extrémités de la ville en traversant les remparts. Quelques vues maintenant pour illustrer le rôle positif de l'eau. Jean Margueron s'est intéressé aussi à l'hydraulique, particulièrement à Marie, où il a étudié les puisards destinés ce sont des conduites verticales, parfois d'une dizaine de mètres, donc qui allaient jusqu'à la nappe phréatique pour évacuer les eaux usées. Et par ailleurs, il existait aussi, j'en ai pas montré, mais des canalisations des canalisations souterraines, subhorizontales, pour récupérer l'eau de pluie des terrasses et les amener à des réservoirs. Ici, les deux igoum, c'est le terme acadien, dont l'eau de pluie, particulièrement pure donc, était réservée exclusivement au roi. Sinon, l'eau est puisée, bien sûr, dans les fleuves, Tigre et Euphrate. Vous avez ici une station de pompage moderne qui amène à un canal, un canal principal, si on veut, qui amène à des canaux plus petits qui sont destinés à irriguer directement les champs. Et les textes parlent beaucoup de ces canaux d'irrigation, de l'entretien que cela supposait, et ça aura... disons que j'aurai l'occasion de revenir sur ces questions à propos d'une image. Et en fait, ce n'est qu'au premier millénaire que les Assyriens ont inventé les aqueducs. Ici, celui de Gerwan qui amenait l'eau de la rivière Kosr jusqu'à Ninive. Nous allons voir maintenant quelques mythes. Une eau très ambivalente. Elle est à la fois très bénéfique, c'est l'eau des canaux, l'eau d'irrigation, etc. Mais c'est aussi une eau destructrice. Vous avez vu les photos de ces ponts diluviennes, de ces régions complètement anéanties par l'eau. Donc cette notion d'ambivalence pour l'eau, en fait, on se rend compte que dans les récits
de la création, notamment dans l'Atrahasis, elle est déjà présente. Je vous rappelle rapidement l'Atrahasis, hein, c'est le récit, donc, l'épopée qui raconte la création de l'homme, hein, au Proche-Orient ancien. Donc, Bon, au moi, départ, j'entends il y a rien du deux tout. fonctions, des dieux soumis et des dieux dirigeants. Les dieux soumis travaillent pour les dieux dirigeants et puis ils vont passer, ils se révoltent et à ce moment-là, J'entends le rien dieu du tout. suprême Enlil demande à Ea, attention, Ea c'est le dieu des eaux souterraines, donc des eaux pures, des eaux qui donnent la vie. Il demande à Ea Et de s'il vous plaît, mettez-vous au centre de l'image, on n'entend pas un du être tout. humain Ah, tu vois, c'est pas assez. et tâche des dieux secondaires. Ea se plie donc à ce travail et Elle n'a pas entendu. fabrique effectivement. L'homme commence à travailler pour tous les dieux. Tous les dieux deviennent oisifs et l'homme travaille pour eux. Assez rapidement, les dieux trouvent que malgré tout, les hommes, même s'ils sont pratiques, ils sont quand même très bruyants et qu'il faudrait réussir à canaliser le bruit que font tous ces hommes. Et Enlil plutôt, décide d'envoyer des famines, d'envoyer des épidémies diverses et variées à ces humains, mais rien n'y fait, il reste très bruyant. Il commence un peu à s'énerver et décide d'envoyer quelque chose de bien plus terrifiant, le déluge. Ea, l'eau, le dieu donc des eaux souterraines, a un être humain qu'il préfère, un élu, Atrahasis. Il le prévient de l'exaction des dieux et il Non, fait tant peu. construire une arche qui est recouverte de bitume, c'est l'équivalent de l'arche de Noé dans la Bible. Donc Atrahasis est sauvé de ces déluges par Ea, dieu des eaux positives, dieu des eaux souterraines, des eaux de la vie, et le déluge est envoyé là-bas, Oui, oui. le reste du monde et les animaux. Ce motif, on le retrouve évidemment, vous le connaissez, hein, dans la Bible, et on voit bien par ce récit comment les eaux interviennent à la fois comme un protagoniste très négatif des eaux du déluge qui détruisent tout, et comme un protagoniste positif à travers la figure d'Ea, Dieu protecteur, Dieu des eaux souterraines. Il y a plus en même temps. Ce motif, Ça dépend des moments. balance de l'eau, C'est ses positionnements par rapport à. dans plusieurs récits de héros, par exemple Moïse, sauvé des eaux du Nil, Enfin, ou encore elle regarde pas. Voilà. On entend. Non, on ne vous entend pas. il y a... Ah, ils entendent pas. Mettez-vous au milieu de Il faut l'écran. vous mettre au milieu de Là, c'est mieux? l'écran. Il faut Vous mettre m'entendez là? il faut que la personne qui parle soit au milieu de l'écran. Sinon, on entend pas. Pardon. Là, ça vous va? Vous m'entendez en ligne? Oui, Super. Je continue. Donc, ce motif de l'eau qui est élément de qui est élément juge, hein, élément qui va choisir, on le retrouve dans le récit des grands héros. L'eau, donc ça, évidemment, c'est en lien avec le motif de l'ordalie, hein, lorsque l'on donne à l'eau le choix de sauver ou de tuer un enfant ou une femme ou autre chose. Et vous voyez qu'à travers les figures successives de Moïse, de Rémus et Romulus, de Cyrus le Grand ou encore de Sargon d'Akkad, on a les eaux très positives qui vont venir à travers la figure du fleuve, le Nil, l'Euphrate ou le Tibre, sauver l'être prédestiné, l'élu qu'on a choisi. Donc on voit bien que à la fois au Proche-Orient et puis plus largement dans la culture qui va s'en suivre, on a ces rôles très ambivalents de l'eau qui est à la fois très destructrice et très positive. On va voir maintenant dans les images si effectivement cela se traduit. Mais avant d'entrer dans ces interprétations et dans la notion discursive de l'eau, le pouvoir discursif de l'eau, on va d'abord vous présenter rapidement les codes figuratifs de l'eau à travers la ligne ondulée, la spirale et autres évocations. Et puis, on entamera les autres parties, donc l'eau comme monde du vivant, l'eau domestiquée et enfin la question de l'eau utilitaire. Je redonne la parole à Béatrice qui va vous présenter donc les codes figuratifs de l'eau. Oui, alors comment représenter l'eau? La façon la plus courante, c'est simplement une ou plusieurs lignes ondulées parallèles qui évoquent immédiatement un cours d'eau, comme vous le voyez dans ces deux paysages de la glyptique archaïque qui représentent en fait le monde sauvage, hein. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'habitation, vous avez juste des animaux, en particulier le lion qui attaque un capridé sur la diapositive de gauche. Mais l'eau ici, sur le célèbre vase d'Uruk, dont je ne donnerai pas la description détaillée, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est simplement les ondulations qui sont à la base, c'est-à-dire, vous avez sur ce vase d'Uruk, en fond, une sorte de hiérarchie des êtres vivants, en commençant par les plantes,
les animaux, et puis les hommes, et puis la déesse Inanna en haut. Donc, à la base de cette hiérarchie, il y a donc les plantes et puis l'eau. Ces plantes étant d'une part des épis de blé et d'autre part du lin. Là encore, dans la glyptique archaïque, mais là nous sommes plutôt fin 4e, début 3e millénaire, mais dans un contexte plus civilisé, puisque vous avez en haut des chasseurs en réalité qui essayent de harponner vraisemblablement un sanglier, vous avez une autruche à côté, et puis en bas, c'est dans un contexte alors urbain, puisque la façade vraisemblablement est celle d'un temple, et puis vous avez donc un cours d'eau, et au-delà du cours d'eau, le motif embryonnaire ici est mal lisible des deux capridés antithétiques de part et d'autre de l'arbre dit de vie. Le sceau de Charkali-Chari en haut est plus, disons, plus réaliste, si on peut dire, avec le cours d'eau qui est bordé de ces écailles qui symbolisent la montagne. Ce sont les héros à boucles qui abreuvent ces bouquetins, mais à partir justement de l'image que je vous ai montrée au début, c'est-à-dire de ce vase aux eaux jaillissantes, qui est, disons, le motif de prédilection pour représenter l'eau. Sur la stèle de Balofoudre de Ougarit, alors l'eau, on la voit très peu, très mal, parce que en fait, le dieu Baal qui tient une lance. Non, mais Béatrice, symbolise en tu es réalité, hors. puisque se termine en un rameau. À la base, vous avez des ondulations qui signifient la montagne, autrement dit le mont Sapanou, qui domine le site d'Ougarit. Et en dessous encore, vous avez juste une ligne ondulée gravée qui en fait représente la mer, et autrement dit le combat entre la mer et la montagne en fait. À l'époque néo-assyrienne, bon, on a des paysages très complexes, très détaillés, et l'eau, comme vous le voyez, mais elle est déjà aussi, on verra dans d'autres contextes, elle est peuplée de poissons. Là, vous avez presque une carte de géographie, en fait, avec un cours d'eau, et puis une armée en marche au delà, ainsi que différentes sortes d'arbres. Donc, qui montre évidemment une région, une contrée d'une certaine richesse. Là encore, un contexte urbain avec une eau poissonneuse qui a une particularité que nous allons retrouver plus en détail, mais on ne la voit pas bien ici, donc je ne vais pas insister dessus. C'est qu'on a l'embryon d'un petit peu de mouvement de cette eau par des petites spirales, que l'on voit beaucoup plus nettement ici, où est représentée sur ce relief de Balawat, qui est une porte en plaqué de bronze. C'est la ville de Tyr, et donc c'est la mer qui est représentée là. Et on n'a plus ces ondulations continues, mais des segments, et lesquels se terminent par une sorte de petite boucle qui évoque très bien une vague en train de se briser. Et vous voyez que sur le détail du bas-relief en haut, qui est occupé par une sorte de sirène masculine, il n'y a plus de ligne directrice horizontale de ces flots, mais ils sont tous un peu emmêlés, enchevêtrés. Donc, il y pourrait y avoir là une distinction de représentation entre les cours d'eau,
et puis le milieu maritime. Cependant, elle n'est pas si nette que ça, puisque apparemment, sur ce relief-là, la ville de Sourou, ce sont des nageurs, enfin, qui sont en train d'échapper à, à- à des coups de flèche, mais enfin, qui ont quand même une outre enfin, comme sorte de bouée, si vous voulez. Et on a justement quelques exemples de cette boucle spiralée qui montre de l'eau en mouvement. Donc, ce n'est pas forcément réservé à représentation de la mer. La spirale courante est devenue évidemment un motif iconographique. Ah, Béatrice, reviens au centre. Comme vous le voyez ici sur le podium de la salle 64 de la peinture du Palais de Marie, au pied duquel d'ailleurs se trouvait une statue que vous verrez dans un instant, qui est une statue de déesse au vase aux yeux innocentes. Le motif de la spirale proprement dite. C'est pénible. D'accord. Tu vas bien? Il est probable que cette peinture soit due au souverain Yasma Adou, dont la 18e siècle, dont l'épouse était originaire de Katna, c'est-à-dire dans l'ouest de la Syrie, donc relativement proche de la Méditerranée, qui avait pu subir plus d'influence de la part du monde Égéen. Et bon, quelques exemples justement de ces spirales même doubles et en sens opposé, qui servent de décor extrêmement courant. Pardon, il y a un petit. Mais oui, ça marche plus. Pardon. Oui. Alors, un exemple là aussi, justement, qui provient d'une peinture de Katna. Les débats sont, est-ce que ce sont des Minoens qui ont réalisé la peinture ou non? Je pense pas tellement, parce qu'il y a des choses qui sont de composition pas du tout minoenne. Bon, ceci date du 16e siècle, comme d'ailleurs ce que vous avez vu tout à l'heure avec Terra. Et nous arrivons maintenant à d'autres évocations de l'eau. Et là, dans un contexte, disons, avec des barques. Celle que vous voyez là, est en fait, étant donné les personnages qu'elle transporte, un personnage assis avec un rameau en face d'un personnage à cornes, eh bien, en fait, c'est une barque de procession cultuelle. Et étrangement, dans ce contexte-là, l'eau n'est guère représentée. Ce qui est représenté, ce sont là, comme vous le voyez, juste des poissons. Ou bien rien du tout. C'est-à-dire que vous avez juste la barque cultuelle. Bon, le contexte est très, très net sur la diapositive du haut, puisque vous avez une façade de temple avec ses hampes bouclées qui signifient la déesse Inanna ou déesse de la fertilité ou de la fécondité, justement. Et en bas, vous avez la figure bien connue dite du roi prêtre de l'époque d'Uruk. Alors, après avoir vu les codes figuratifs, voyons l'eau comme monde. J'entends rien. L'eau est effectivement le monde du vivant, on va le voir parce que, comme Béatrice vous l'a dit, il y a des T'es pas seule à pas entendre ce qu'elle Non, dit. c'est bien. énormément de poissons qui vivent dans cette eau. Et on le voit très bien, notamment à travers ce relief. Donc, c'est une scène de chasse au lion, une scène de chasse au lion qui se passe dans l'espace sauvage,
vous avez les lions qui sont acculés donc, sur la berge et qui ici sautent carrément, donc brisent la ligne du registre, sautent dans l'eau et sont chassés directement dans l'eau. Alors, vous me direz, est-ce que c'est comme les tigres, ça nage bien? Non, les lions, j'ai vérifié, ça nage pas, ça c'est pas nager, c'est pas un tigre. Et donc, c'est une vraie difficulté pour le lion que d'être dans l'eau. Donc ici, on a, au-delà de la scène de chasse, l'eau qui est vraiment un milieu du monde du vivant, puisque vous voyez que dans l'eau se trouvent de très nombreux poissons et d'autres animaux très attendus. Par exemple, le crabe. Le crabe, c'est un animal, donc un crustacé, qui va beaucoup revenir dans l'iconographie de l'eau. Et on va le retrouver, par exemple, dans cette autre scène de guerre, ici, une scène de guerre dans les marais, où on retrouve donc bien ce motif de l'eau, la ligne ondulante, la ligne qui se termine par une spirale, peut-être une création de petites vagues, ou en tout cas une eau qui remue, une eau qui est mouvante. Et vous voyez que, encore une fois, dans cette eau très mouvante, on retrouve multitude de poissons qui suivent tous le même code iconographique. Donc, c'est une espèce de carpe, si vous voulez, ça ressemble un peu à de la carpe. Et puis, on voit apparaître, donc encore une fois, toujours ces crustacés, ces gros crabes qui sont tous dans ce relief orientés de la même manière. Ici, j'attire votre attention sur un canal, je sais plus ce que je raconte moi, un canal que l'on voit apparaître et dont on reparlera ultérieurement. Cette scène, en revanche, si elle est bien lieu de vie de tous ces animaux, elle est également un lieu de mort. Regardez bien, en haut de l'écran, vous avez un homme qui est basculé par-dessus un navire dans l'eau. On voit bien la scène de guerre. Et puis, juste ici, vous avez le corps d'un cadavre sans tête, donc un homme qui a été décapité et qui est nu et qui flotte, ou qui nage, enfin qui flotte, non, il nage plus, le pauvre homme, mais il est dans cette eau également. Donc, cette notion de vie et de mort, on y reviendra beaucoup dans l'exposé, retenez-la bien. L'eau, c'est également donc ce lieu de vie pour les hommes et pour les animaux, et c'est un lieu dans lequel on va pratiquer la pêche. Et si on regarde bien cette scène, donc on voit des bateaux avec des hommes qui vont s'apprêter à pêcher, et surtout un motif qui nous intéresse et qui va apparaître ici, c'est le crabe qui lui-même est en train de pêcher. Le crabe, si vous regardez bien ici, il se saisit à pleine pince d'un poisson dans ses pinces ici, donc à cet endroit-là. Donc vous voyez encore que l'eau, c'est toujours ce lieu de vie et de mort, ce lieu ambivalent, ce lieu qui est duel, qui est double, où on a à la fois des scènes de chasse, des scènes de prédation ici du crabe, et des scènes de vie avec tous ces animaux. L'eau, c'est encore le lieu de vie, et c'est peut-être plus inattendu, le lieu de vie de beaucoup d'animaux qui, objectivement, ne sont pas aquatiques. Si on regarde bien dans cette scène, on va retrouver des animaux qui sont doubles, qui sont bimilieux, par exemple le serpent que vous avez ici, qui peut être un animal qui vit dans l'eau, la tortue également, qui peut être un animal qui vit dans l'eau, mais on retrouve également des lézards. Les lézards ne sont pas aquatiques, donc là on voit bien le problème de cette eau qui est un monde du vivant, un vivant qui est contrôlé, pas contrôlé, un vivant qui est fascinant. Et puis surtout, vous voyez l'arrivée ici d'un individu qui ressemble à un scorpion. Ici, le scorpion, on peut se poser la question parce que je sais que dans les textes acadiens, la différence entre insectes et crustacés est parfois très mouvante. Par exemple, le terme herboum peut signifier à la fois crevette ou criquet, sauterelle. Donc, on a un espèce de cohabitation en fait entre ce qui est un crustacé, qui a une coquille, qui a un exosquelette, et tout ce qui est scorpion, qui a aussi un exosquelette. Peut-être qu'ici, on peut voir le scorpion comme étant un pseudo-frère ou quelque chose de très proche du crabe que je vous ai montré préalablement. Dans tous les cas, on a aussi ici deux coquillages. Je vous invite ici à le voir ici et là. Donc, on voit bien comment cette eau est truffée de vie, une vie très attendue et une vie un peu plus ambivalente avec des animaux bimilieux ou des animaux qui sont proches d'autres animaux qui vivent dans l'eau, comme le scorpion. L'eau, ça va être encore, notamment à l'époque assyrienne, le lieu de vie de créatures hybrides, de créatures fascinantes. Il n'y a aucune représentation de mammifères marins dans les reliefs assyriens. En revanche, on voit beaucoup apparaître des animaux hybrides. Ici, vous avez un taureau ailé, par exemple, qui apparaît avec ses cornes d'auroch. Donc, on voit bien que c'est un taureau sauvage avec ses grandes ailes. Donc, on voit bien ici un animal hybride. On voit encore apparaître des lamassus, donc c'est
cette créature à corps de taureau et à tête d'homme, qui porte sur la tête une coiffe à cornes, une coiffe divine. Hein. Encore une fois, un animal fascinant, un animal, une créature hybride qui se rapproche du monde divin. Et puis le triton, ou pseudo-triton, espèce de sirène ici que Béatrice vous a déjà présenté et qui porte également donc la grande barbe typique des Assyriens et surtout la coiffe à cornes. Donc encore une fois, un individu qui est proche de la divinité, qui se rappelle à la divinité. Dans les deux cas, on voit apparaître donc des espèces de créatures hybrides qui sont sans doute proches de la fascination que peut créer le milieu aquatique pour des humains, un milieu qui échappe à notre connaissance à ce moment-là encore et qui peut surprendre par beaucoup d'aspects. L'eau, c'est également un milieu qu'on va domestiquer, que les humains vont rendre beaucoup plus souple et beaucoup plus soumis à leurs mains. On va le voir par 3 points, les eaux jaillissantes dans les vases, les canaux d'irrigation et enfin les canaux urbains. Je laisse la parole à Béatrice. Oui, je reviens donc au motif du vase aux eaux jaillissantes. Alors, Béatrice, on ne t'entend pas. Parce que la statue est une statue fontaine. C'est-à-dire qu'elle comporte en son milieu un canal, d'où l'eau. Alors évidemment, il fallait une certaine pression pour que l'eau puisse sortir du vase. Et on fera remarquer par le détail à droite que la robe, donc, qui est parcourue de lignes ondulées de flots qui descendent le long de son corps, eh bien, ces flots sont parcourus de poissons qui sont ici extrêmement stylisés. Et ce goudéa au vase qui se trouve au musée du Louvre est vraiment l'illustration, enfin, une des illustrations les plus complètes et les plus riches. Je comprends pas, elle se détourne, je ne sais pas pourquoi. Le double flot, c'est toujours au moins un double flot symétrique, donc qui s'écoule de part et d'autre du vase, qui est tenu devant la poitrine. Et ces flots donc descendent là aussi le long du vêtement. Et c'est amusant parce que le long du vêtement, le bras gauche est recouvert par le vêtement. Voilà, elle regarde de l'autre côté. Parce que son ordi. Se poursuit jusqu'au bas du vêtement et on va voir le détail. Voilà, c'est qu'elle se poursuit non seulement jusqu'au bas du vêtement, mais encore, elle va remplir un autre vase, d'où l'eau jaillit également, et plusieurs vases sont répétés sur le socle de la statue. Souvent, les socles de statues, d'ailleurs, comportaient une cupule, par exemple, pour qu'on puisse y déposer une offrande. Donc ici, ça fait en quelque sorte office de l'offrande. Ah oui, poissons également. Merci Margot. Là aussi, on a des poissons. Et puis le long du vêtement. Oui, tout à fait abondant. Donc toujours cette idée, l'eau et le poisson sont très très liés. Toujours cette idée de la fertilité qui est liée, qui est associée à la fécondité. D'ailleurs, il y a certains moules qui ont été retrouvés à Marie, des moules à gâteau, enfin on pense que c'est un gâteau, c'est pas sûr, mais qui sont en forme de poisson, qui représentent des poissons. Et ces vases aux eaux jaillissantes peuvent être, enfin les eaux jaillissantes de ces vases peuvent être présentés par des figures, des petits génies qui descendent du ciel et qui font tomber de l'eau ici sur les dieux de la stèle d'Urnammu. Et c'est une figure qui ne s'est développée que à l'époque de la 3e dynastie d'O, donc à la fin du 3e millénaire. Mettez-vous au centre. Nous avons vu en réalité donc des canaux. Ici, la célèbre aussi scène peinte
de la scène processionnelle trouvée en fragment dans le Palais de Marie, qui se trouve exposé également au musée du Louvre. Et donc, c'est ceci que vous voyez, mais qui peut se restituer ainsi, puisqu'on peut ajouter les fragments du pied de la figure royale qui est en train de conduire une procession sur un double registre. Et donc, les pieds du roi se trouvent bordés, enfin, sont posés sur la rive d'un cours d'eau, lequel est bordé par encore une sorte de tressage, d'entrelacs d'autres cours d'eau. Autrement dit, on a là l'idée du fleuve et des canaux. Vous le voyez dans l'écriture, en fait, hein, les signes pictographiques et... Qu'est-ce que j'ai fait? C'est rien. Pardon, excusez-moi. Les signes pictographiques donc, de l'eau, ondulation, et puis ensuite de fleuve ou canal. Et là, on a cette idée d'ailleurs, justement, de cette espèce d'entrelac. Et par rapport à la figure royale, évidemment, les canaux ont extrêmement d'importance, puisque c'est le roi qui est chargé, qui a à la fois le privilège et la charge d'assurer à son royaume la fertilité et d'entretenir les canaux. Et donc, c'est en même temps cette image, et d'autant plus, c'est à la fois le signe de son pouvoir spirituel, puisqu'il conduit la procession, et en même temps de son pouvoir temporel, puisque c'est lui le maître de la région domestiquée avec des canaux. Certaines tablettes cunéiformes portent des représentations de plans d'architecture ou de villes, ou même de régions. Vous avez ici, disons, la traduction graphique d'un plan de Babylone tel que décrit dans une tablette cunéiforme qui évoque les portes qui ont toutes un nom et qui, au lieu de montrer ce que nous ferions nous, de montrer les rues de la ville, eh bien non, elle vous montre un canal et même un deuxième canal si à cette description transcrite graphiquement, on ajoute ce fragment de tablette, donc qui vous donnerait un deuxième canal. Là, vous avez deux tableaux qui vous montrent des régions, c'est-à-dire que vous avez ici la ville de Sippar qui se trouve en Babylonie, bordée alors d'un fleuve ou de canal, mais vraisemblablement il doit y avoir sans doute au moins l'un des deux cours d'eau qui est un canal, et probablement, en tout cas non, c'est plus que ça, puisque ici vous avez la mention de l'Euphrate. Et vous avez quelque chose ici, il n'y a pas de légende dans ces représentations, qui pourrait très bien ressembler à un pont. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement un pont dans Babylone, évidemment, mais il y en avait aussi, évidemment, sur d'autres cours d'eau, d'autres canaux et d'autres villes. Et cette tablette provenant de Gassour, qui est le nom plus ancien de Nouzi, qui se trouve aux confins du Zagros, près du Petit Zab, et au fond presque la plus ancienne carte de géographie, puisque vous avez les montagnes, vous avez un fleuve, et puis vous avez la ville de Gassour elle-même. Mais vous voyez que certaines fois, vous avez les signes de l'ondulation, et puis d'autres fois, non, vous avez simplement le tracé du cours d'eau. L'eau, c'est aussi bien sûr indispensable à la vie. Et donc nous allons voir maintenant l'eau utilitaire, c'est-à-dire boire bien sûr, manger aussi,
et puis se déplacer et être tué. Les animaux en train de boire à un cours d'eau, ces représentations sont assez rares. Nous n'en avons trouvé que deux finalement, l'une provenant d'un bas-relief assyrien et l'autre d'un sceau archaïque. Et au fond, elles font penser un petit peu à cette image évangélique du cerf en train de boire l'eau vivifiante. Et on a une représentation qui est très cool, qu'on ne vous a pas montré, à la basilique Saint-Clément à Rome. C'est une mosaïque. Vous avez la croix qui surgit d'un bouquet d'acanthes, et en bas, vous avez des sœurs qui sont en train de boire au fleuve du paradis. L'eau, bien sûr, elle s'écoule, mais parfois il faut aller la puiser dans la nappe phréatique. Là, c'est un puits un peu improvisé, moderne, dans la steppe. Vous voyez que là aussi, le signe pictographique est assez proche, disons, enfin, est assez évocateur. Et une chose qui est un peu ennuyeuse, disons, pour nous, c'est que le Bourtou, ça représente, enfin, disons, signifie à la fois fontaine, puits ou citerne, ce qui est parfois un peu ennuyeux pour les archéologues, parce qu'on ne sait pas trop de quoi on parle et comment traduire, ce qui peut être effectivement important. Les systèmes élévatoires, donc évidemment, il n'y avait pas de pompe, il n'y avait pas de pompage, mais il y avait un système qui est bien connu en Égypte également, à savoir le chadouf, c'est-à-dire vous avez une sorte de pilier avec un système qui permet, enfin, à balancier, si vous voulez, qui permet de plonger une outre tenue par une corde fixée donc à cette espèce de mât, et puis qui peut même aller, disons, qui peut même servir, comme c'est le cas ici dans ce bas-relief de Sennacherib, qui peut même servir à puiser de l'eau du fleuve pour le mettre dans le canal. Bon, cette image archaïque montre la même chose, mais d'une façon évidemment beaucoup moins explicite. Nous avons mis dans l'eau finalement en relation avec la boisson la libation, qui est un acte d'offrande, mais qui est un acte d'offrande à la terre, puisque c'est à la terre ou par l'intermédiaire d'une plante éventuellement, mais enfin, que est versé un liquide d'ailleurs qui n'est pas forcément de l'eau, hein. Ça peut être aussi du vin ou même du sang éventuellement. Mais enfin, bon, nous l'avons quand même mis ici pour rappeler ce geste religieux symbolique. C'est aussi l'endroit où on va pouvoir trouver de quoi manger, puisque je vous le disais tout à l'heure, donc on a de très nombreuses scènes avec des eaux poissonneuses, éminemment poissonneuses, des poissons que l'on va venir pêcher. Alors dans cette scène, dans cette diapo, vous avez à la fois un sceau donc de la glyptique des dynasties archaïques où vous voyez des petits personnages vêtus sans doute d'un konakès en train de pêcher à l'éperon. Et c'est quelque chose que l'on retrouve à l'époque néo-assyrienne, où vous avez des hommes barbus, donc tout à fait identifiables comme des Assyriens, montés sur des outres pleines, de manière à flotter ici au-dessus de l'eau. Donc, il faut bien comprendre la représentation, c'est-à-dire que vous avez le motif de l'eau, plaqué sur le motif de l'eau, vous avez les poissons qui sont, eux, dans l'eau, qu'ils font comprendre comme étant dans l'eau, et puis vous avez cet homme donc sur cette outre qui, lui, flotte au-dessus de l'eau. Tout ça est dans un plan rabattu puisque la profondeur existe, mais la perspective n'existe pas encore. Et vous avez donc ces hommes qui sont en train de pêcher au harpon. Ici, on le voit très bien, vous avez la même scène ici avec une autre beaucoup plus grande et un homme en train de pêcher. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette même scène où des hommes sont en train de pêcher le poisson, vous retrouvez le motif que je vous ai déjà présenté tout à l'heure du crabe qui se saisit à pleine pince d'un poisson pour lui-même.
Donc, encore une fois, on retrouve une scène d'analogie entre une scène de prédation animale, un crabe qui chasse un poisson, et une scène de chasse, une scène de pêche pour les humains. Ce motif analogique entre la représentation animale d'un événement qui se déroule dans le monde animalier et qui se déroule également parallèlement dans le monde humain, c'est quelque chose sur lequel on va revenir un peu plus tard dans l'exposé. Manger, certes, manger aussi sous la forme, donc toujours de cette pêche, ici dans un motif un petit peu différent. Donc on est dans le palais sud-ouest de Sennacherib. Vous reconnaissez les reliefs de Sennacherib à l'omniprésence de la montagne. Donc c'est ces petites cônes qui sont à l'arrière ici du relief. Et vous voyez que ici se trouve donc un canal aménagé avec une espèce de lac, une eau stagnante. Et si vous regardez le motif de l'eau, vous voyez que là, elle est bien ondulante, donc on comprend bien une eau vivante, une eau qui est mouvante, une eau qui bouge, dans laquelle se trouve un poisson. Et puis, on arrive dans un espèce de lac où là, le motif de l'eau est un motif d'entrecroisement. Le motif d'entrecroisement, on l'a vu avec Béatrice, c'est un motif qui évoque le canal, mais c'est aussi sans doute ici un motif pour illustrer une eau stagnante, une eau qui ne bouge pas, quelque chose de stable. Ici, l'homme est en train de pêcher des petits poissons, vous les voyez, bien établis. Donc, on voit bien ce mouvement de non, enfin justement, cette absence de mouvement dans cette eau stagnante à l'opposé de cette eau-là qui est, elle, bien plus mouvante. Manger, certes, mais également se déplacer. Ici, vous avez toujours sous le règne de Sennacherib, à Ninive, dans le palais sud-ouest, un très important relief qui vous présente un bateau phénicien, donc un bateau à rame, donc sans doute une eau maritime et non fluviale, vu la taille de l'engin, vu la taille du bateau. Et vous avez de nouveau ce motif du crabe pêchant et les poissons omniprésents dans cette eau. Ici, il y a un des personnages qui se retourne vers le crabe saisissant le poisson et qui le désigne de la main. On peut s'interroger, puisque les Phéniciens sont un peuple avec lequel les Assyriens vont avoir quelques soucis, on peut se demander s'il y a une peut-être évocation d'un conflit militaire par la représentation de ce crabe se saisissant d'un poisson. L'eau, c'est également le moyen de se déplacer soi, mais également de déplacer les objets que l'on ramène d'ailleurs. Les Assyriens, vous le savez, sont un peuple conquérant. Ils vont beaucoup se rendre en Phénicie, notamment à Tyr, où ils vont soumettre le roi de Tyr et ensuite s'emparer de cèdre, beaucoup de bois de cèdre. L'eau va devenir un outil pour eux pour déplacer ce bois de cèdre. Ils vont le charger sur des bateaux. Vous voyez ici très bien sur le relief, peut-être encore mieux sur le relevé, ces bateaux à protum de chevaux, qui présentent à l'arrière, au niveau de la poupe, les planches, les poutres de bois de cèdre qui sont accrochées au navire. Et lorsqu'ils arrivent sur la rive, les poutres sont sorties du fleuve et sont récupérées par les hommes sur le sol. De nouveau, vous voyez que ce relief est truffé de petits animaux attendus comme les poissons et puis plus surprenants comme le scorpion, le serpent, etc. Surtout les lézards peut-être. Donc ça, c'est un relief que vous connaissez sans doute puisqu'il est au musée du Louvre dans la cour Khorsabad. C'est un des reliefs qui est les mieux exposés dans ce musée. Alors, nous avons déjà vu quelques images justement de ces barques processionnelles. Et à y regarder de près, d'ailleurs, quand on parle de procession, du moins dans nos contrées, on ne pense pas tellement à des processions en barque. C'est bien connu pour l'Égypte. Et finalement, les représentations mésopotamiennes, dans la glyptique notamment, sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne pourrait l'imaginer. Alors, j'en ai présenté un certain nombre. Vous en avez donc, dont le contexte est absolument évident. Lorsqu'il y a une façade de temple, comme c'est sur le cas du sceau de Tel Bia en haut, ça l'est un petit peu moins, si vous voulez, sur l'empreinte que vous avez en bas à droite, mais le personnage central avec une robe longue, c'est certainement un vêtement processionnel, un vêtement religieux. Donc, je n'insiste pas trop. Et en fait, ces processions en bateau devaient être assez courantes, ce qui n'est pas étonnant vu le nombre de canaux
que comportaient ces villes. Bon, certaines de ces scènes sont assez complexes. Là, vous voyez, bon, je vous ai déjà montré celle-là avec donc l'eau qui n'est pas représentée ou bien simplement où on voit des poissons. Bon, les personnages, vous avez là un personnage assis. Parfois, c'est beaucoup moins évident, moins lisible. Bon, celui-là, je vous l'ai déjà montré aussi. Bon, et on en arrive même, si vous voulez, à avoir un dieu bateau, qui est une sorte d'hybride, mais curieusement, c'est pas un hybride avec deux êtres vivants, comme c'est le cas d'habitude, hein, homme-animal, souvent, ou deux animaux. Mais là, c'est carrément, c'est un objet, et puis un buste humain, ou même plus précisément divin, puisque le personnage a des cornes, et il est très souvent représenté avec des cheveux longs. Et là, lorsqu'on a le dieu bateau, pardon, vous voyez que on n'a pas toujours la représentation des flots. Alors le dieu bateau, apparemment, il se déplace plus ou moins à la gaffe, laquelle est souvent bifide. Et puis ces scènes sont associées, ce dieu bateau est très souvent associé à des scènes qui avaient été interprétées par Pierre Amiet comme des constructions de ziggourats, mais que Catherine Breniquet interprète maintenant plutôt comme des scènes appartenant à la chaîne opératoire du tissage. Donc c'est quelque chose d'éminemment symbolique, mais qui n'est pas complètement élucidé. Alors là, c'est pas du tissage, mais en fait, c'est le mouvement de deux personnes qui commencent à plier le tissu. Et c'est appuyé pour ça sur des exemples beaucoup plus tardifs, mais en étudiant de façon très, très sérieuse, dirons, la chaîne opératoire du tissage. Donc, si vous voulez, ça remet le dieu bateau dans un autre contexte, mais qui est assez difficile à expliquer. Nous en arrivons alors à, disons, la notion de tuer par l'eau. Voilà. Alors, pour la notion de tuer par l'eau, je vous ai dit tout à l'heure, on vous a dit à plusieurs reprises, hein, ce motif ambivalent de l'eau qui est à la fois destructrice et à la fois créatrice de vie. Pour traiter de cette question, pour poser la question de l'eau comme outil pour tuer, hein, on va faire un petit détour par le criquet. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, les crustacés, les insectes, il se passe quelque chose. Faisons un petit détour. Vous connaissez sans doute ce relief qui est le relief dit du banquet sous la treille, qui est un relief qui est conservé aujourd'hui au British Museum de Londres et qui présente le roi Assurbanipal sur sa couche devant un personnage féminin, son épouse, sa mère, le débat existe. Et puis surtout, dans la partie supérieure, ici, vous avez une scène de prédation animale. Vous voyez un oiseau en plein vol qui se dirige de manière assez déterminée vers un orthoptère. Donc un orthoptère, c'est la famille des criquets, etc., etc. La première étape de ce travail a d'abord été évidemment d'identifier l'orthoptère dont il était question. Vous savez qu'il existe 3 sortes d'orthoptères, les grillons, les criquets et les sauterelles. Rapidement, on peut exclure le criquet puisqu'il a un corps beaucoup trop globuleux, hein, beaucoup trop protubérant pour la représentation que nous avons ici. En revanche, 2 candidats restaient, la sauterelle ou le criquet. Il a fallu faire l'étude systématique des différents éléments qui caractérisent ces animaux pour pouvoir finalement identifier l'un des 2. Alors, si on regarde la sauterelle, on voit qu'elle est caractérisée par des antennes très longues, hein, que vous voyez très bien sur le dessin, un abdomen très court et un organe ovipositeur, c'est-à-dire l'organe de ponte, hein, qu'on appelle une tarière en français, très long. Vous voyez qu'elle a des très fines pattes arrière, très allongées, très longues également. Le criquet, à l'inverse, lui, il présente des antennes très courtes, un abdomen beaucoup plus long que la sauterelle et un organe ovipositeur, c'est-à-dire l'organe pour pondre, hein, très court. Les pattes arrière du criquet sont également épaisses, beaucoup plus larges que les pattes de la sauterelle, mais aussi assez longues. Et surtout, elles sont, alors, dans la partie inférieure, marquées par des épines et sur l'équivalent de la cuisse pour nous, si vous voulez, elles sont marquées par des marques tout à fait visibles. Lorsque l'on regarde l'animal représenté sur le relief,
vraiment en gros plan, hein, je suis vraiment allée au musée voir l'animal de très très près, on se rend compte qu'il a les antennes très courtes, elles sont coupées juste avant le relief et en fait on voit bien la marque de la gravure qui s'arrête. C'est pas du tout, les antennes ne sont pas arrêtées en raison de la présence du haut du relief. Hein. C'est vraiment un choix volontaire, iconographique, que de représenter des antennes très courtes. Donc, on a les antennes très courtes. On voit l'abdomen qui est très long. L'organe pour pondre est très court. Et puis, surtout, vous avez ces pattes arrière qui sont, comme chez le criquet, marquées, hein, qui présentent des marques au niveau de ce que nous appelons la cuisse. Par conséquent, il a été possible d'identifier cet animal, l'animal du relief, effectivement, comme un criquet. Lorsque l'on avance un peu dans l'anatomie, la biologie du criquet, vous le savez peut-être, les criquets peuvent vivre deux phases. Une phase solitaire, où chaque criquet vit indépendamment les uns des autres, ou bien encore une phase que l'on appelle grégaire, où les criquets se rassemblent, et lorsqu'ils se rassemblent, les criquets deviennent une plaie pour l'humain, ils deviennent dangereux. C'est notamment le cas du criquet du désert. Le criquet du désert, c'est le criquet pèlerin, c'est le criquet le plus développé dans le Proche-Orient ancien. Il a un seuil de grégarisme très faible, c'est à partir de 500 individus par hectare qu'il commence à devenir grégaire. Le criquet grégaire, c'est le criquet qui devient un fléau. Le criquet, dans sa jeunesse, il vit un état de nymphe, c'est-à-dire un état où il ne vole pas. Lorsque les criquets ne volent pas, ils voyagent en bande armée, enfin bande armée entre guillemets, en bande massive toute la journée. Ils marchent toute la journée et ils marchent toujours dans le même sens. Obstacle, pas obstacle, ils avancent. Ils peuvent passer par-dessus à peu près tout ce qui se trouve sur leur chemin. Ils suivent tous la même direction. Le soir venu, ils se perchent tous au sommet de la végétation pour passer la nuit avant de repartir le lendemain matin. Donc, on voit vraiment des bandes larvaires constituées de centaines d'individus, voire de milliers d'individus qui avancent d'un seul front, tous ensemble. Les criquets, lorsqu'ils sont adultes, vous en avez déjà vu de ce type de photos, hein, c'est un véritable fléau parce qu'ils vont muer en nuages et tout sur leur territoire. De la même manière, les criquets adultes, comme les criquets nymphes, le soir se regroupent dans un arbre et s'endorment, enfin, passent la nuit tous ensemble collés dans un arbre. Ces animaux existent au Proche-Orient et ils sont déjà au Proche-Orient ancien très mal vus. Nous avons des textes, par exemple, datant de Sargon, qui nous présentent le criquet, donc locust en anglais, vous l'avez en rouge dans le texte, comme evil, c'est-à-dire mauvais, ou bien malignant grasshopper, c'est-à-dire la mauvaise sauterelle, la sauterelle négative, très, très taxée négativement. On a également des méthodes pour lutter contre ces invasions de criquets. Les textes de Marie, par exemple, nous apprennent qu'il y a plusieurs méthodes pour lutter contre les criquets. La méthode courante, c'est évidemment de mettre le feu. Lorsque les criquets passent la nuit dans un champ, on brûle l'entièreté du champ et avec le champ, on brûle les criquets. Évidemment, c'est une méthode qui est coûteuse pour l'humain puisque la végétation brûle avec l'animal. Deuxième méthode qui va être utilisée et rappelée notamment par Pline, les Romains font la même chose, c'est le prélèvement manuel. Les textes de Marie nous apprennent qu'il y a du prélèvement manuel à plusieurs étapes. On va faire du prélèvement manuel sur les femelles en train de pondre, puisqu'elles sont à l'arrêt au moment où elles pondent. On va faire du prélèvement au moment de l'éclosion, c'est-à-dire on va aller récupérer les petits au moment où ils sortent, donc quand ils sont en bande larvaire. Et on va faire également du prélèvement sur les adultes. Ce prélèvement manuel, il est fait à la fois pour lutter contre l'invasion de l'animal et aussi pour se nourrir, tout simplement. Et le troisième moyen pour lutter contre le criquet, c'est le fait de creuser des canaux d'irrigation. On a une lettre, par exemple, dans les archives royales de Marie qui nous dit, je vous cite, c'est le texte écrit, « Précédemment, j'ai écrit une fois, 2 fois à Monseigneur au sujet des criquets, on m'appelle donc Sarsar, vraisemblablement c'est le bruit, hein, vous savez, le crissement hein, du criquet, Sarsar. Alors, Monseigneur m'a dit, remplis le canal afin qu'il ne le traverse pas. Voilà ce que Monseigneur m'a écrit. Alors, selon le message de Monseigneur, j'ai rempli le canal, etc. Lorsque les criquets avancent, lorsqu'ils sont à l'état de nymphe, je vous disais, rien ne les arrête. Quand ils arrivent devant un canal, ils se jettent dans le canal. Là, beaucoup vont se noyer
Et ça peut arrêter le passage des criquets. Donc là, sur une rive du fleuve ou du canal, il passe. Cependant, parfois, comme c'est le cas dans la lettre, ça ne fonctionne pas parce que les premiers criquets vont se noyer et les suivants, donc ça va faire un tas de criquets, et les suivants vont passer par-dessus. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas le criquet, c'est un fléau. Bref, donc ça c'est quand même un des moyens d'arrêter le criquet, c'est par le creusement de canaux. Lorsque l'on regarde le relief du banquet sous la treille, on voit bien donc la scène de prédation en haut à droite du criquet avec l'oiseau. Et juste à côté, j'attire votre attention sur la présence dans l'arbre ici, accroché par la gorge et dans la bouche, de la tête d'un homme qui porte une grande calvitie. Cet individu qui porte une calvitie et qui a la tête coupée, accrochée dans l'arbre par la gorge, par la trachée, c'est le roi élamite Théouman. Il a été formellement identifié. La bataille qui a opposé Assurbanipal et Théouman est une bataille qui a eu lieu en 653. Il y a des conflits sur la date, mais à peu près en 653 avant notre ère. C'est une bataille qui a eu lieu sur les bords d'un fleuve. Et ce fleuve, c'est la rivière Oulaï. Et lorsque l'on regarde la construction iconographique de ce récit narratif mis en image dans le relief, on se rend compte que, pour une fois, ce que l'on n'a encore jamais vu dans les images que je vous ai montrées, et avec Béatrice, on en a cherché, on n'en a pas trouvé d'autres, c'est la seule représentation qu'on le connaît pour l'instant, vous me dites si j'ai tort, d'un fleuve représenté verticalement dans le relief. Regardez bien, le fleuve, il se trouve ici. Jusque-là, on n'a vu que des fleuves représentés à l'horizontale. Ici, on a un fleuve qui est parfaitement vertical. Et lorsque l'on regarde le mouvement des soldats assyriens, on se rend compte que tous suivent, tous vont dans le même sens, comme s'ils poussaient les Élamites vers l'eau. Comme s'ils poussaient les Élamites vers l'eau. Et lorsque l'on regarde le détail, vous vous rendez compte, ici, vous voyez très bien, les Assyriens qui sont ici, armés, qui poussent un Élamite ici qui tombe dans l'eau, un autre Élamite ici qui est dans l'eau, un autre Élamite ici, avec une flèche dans la tête, qui tombe également dans l'eau. Même chose ici, les cavaliers assyriens poussent les Élamites qui se jettent, qui n'ont pas d'autre choix que de se jeter dans l'eau. Le relief de Tiltouba, donc de la rivière Oulaï, celui-ci, j'ai regardé attentivement, dans l'eau, on ne retrouve que des soldats élamites. Aucun soldat assyrien n'est représenté dans le cours du fleuve. Par conséquent, je propose de voir dans la représentation, dans le banquet sous la treille, de la scène de prédation, une évocation exacte des Élamites associés au criquet et du roi associé à l'oiseau. Il y aurait une analogie, une évocation métaphorique d'un des moyens employés par les Assyriens pour mettre fin à l'invasion élamite, comme ils auraient pu mettre fin à l'invasion d'un fléau que serait le criquet. Ici, je propose donc de voir l'eau comme un objet utilitaire pour mettre à mort un ennemi envahissant. Et donc, l'analogie se fait très bien ici avec la proximité visuelle de ces deux motifs. Et comme on l'a vu précédemment, je vous ai montré à plein d'endroits, le motif de l'analogie ou de l'évocation à travers une scène de prédation animale chez les Assyriens est pratiquement constante. Notamment, elle est surtout très développée dans le règne d'Assurbanipal, c'est-à-dire à la fin de la période. Il y a d'autres reliefs dont je ne parle pas ici aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, qui présentent le même type d'iconographie avec une évocation par une scène de prédation animale d'un événement militaire. Ici, l'eau apparaîtrait donc comme un élément qui permet également de mettre à mort un insecte, un envahisseur et peut-être également un peuple dérangeant. Alors avec tout ça, nous n'avons pas évidemment abordé tous les questions, les aspects de l'eau. Et ce matin, je pensais qu'il y en avait un qu'on n'avait pas vu, c'est la glace. Mais la glace n'est pas représentée, bien que on sait que les Mésopotamiens apportaient de la neige du Taurus et les mettaient dans des glacières. Il y a un texte de Marie qui parle d'une glacière. Et d'ailleurs, Jean Margon encore, là, on a reconstitué, disons, a interprété le texte un peu différemment par rapport aux mesures et surtout par rapport au fait que ce n'est pas une construction à l'air libre, mais c'est évidemment une construction enterrée pour que la fraîcheur se maintienne. Réservé au roi, évidemment. Si vous voulez parler, levez la main. Il n'a pas été question non plus
d'ablution. C'est un motif qu'on peut trouver sur des valses grecques, mais on ne voit sur aucune image mésopotamienne des gens en train de se laver, même ou de faire des ablutions rituelles. Ce que nous avons mis en évidence, c'est que ce qui est représenté, c'est à une exception près que Margot vous a souligné, c'est l'eau courante. C'est pas l'eau stagnante. Et ceci rejoint un peu, disons, ce que j'ai pu, à l'occasion d'un colloque sur les bains collectifs, déduire avec d'ailleurs Antoine Cavigno, sur la mentalité mésopotamienne qui a un certain rejet pour l'eau stagnante. Parce que l'eau stagnante, c'est malsain, ça apporte des maladies. Alors que l'eau courante, elle purifie. Et par exemple, il y a des allusions au roi Sargon qui va se baigner, se purifier, mais c'est dans la mer. Hein, c'est pas dans un bain. Et également, on a pensé que dans le palais de Marie, parce qu'il y avait ont été retrouvées des sortes de cuves dans des salles d'eau, alors parfaitement bien identifiées, et ces cuves ont été interprétées a priori comme des baignoires, un peu format baignoire sabot, si vous voulez. Mais d'abord, ces cuves n'ont pas d'orifice pour évacuer l'eau. Et avec cette mentalité qui n'aime pas l'eau stagnante, parce qu'on a trouvé aussi des récipients, genre coupe, en fait, pour s'asperger. Donc, si vous voulez, la toilette se faisait plutôt par aspersion que par bain. Dans les images que nous vous avons montrées, on n'a en réalité pas vu l'aspect négatif de l'eau. Parce que même l'eau qui tue, c'est l'eau qui tue les ennemis. Donc, c'est bénéfique pour les Mésopotamiens. Et ceci n'est pas étonnant non plus que quelque chose de maléfique soit présenté, parce que l'image est la réalité. Donc, on ne va montrer qu'une réalité qui est positive, qui est bienfaisante. Puisqu'en fait, oui, l'image fait vraiment exister. Il entendrait, ça gênerait, il irait. Nous n'avons pas parlé non plus d'une notion qui nous est familière, c'est le fleuve comme frontière. Le fleuve est plutôt considéré comme moyen de transport, comme véhicule, si l'on suit son cours, comme fil conducteur entre différentes régions, mais pas vraiment comme frontière. Néanmoins, on peut considérer que cette notion est valable pour le Levant, dans la mesure où l'Oronte a été pour Sennacherib, dans ses conquêtes, a été une limite, a été une frontière. Et puis, on peut penser aussi naturellement au Jourdain, mais alors là, c'est un petit peu plus complexe, parce que, au fond, c'est plutôt c'est plutôt un lieu de passage, en fait. Alors, il y a dans le deuxième livre des rois, une évocation de Élie et Élisée qui traversent le Jourdain, et au fond, Élie utilise le même moyen que Moïse, enfin, c'est pas le même moyen exactement, mais c'est son manteau qu'il roule, et que avant de monter au ciel, il jette dans le Jourdain, et ça fait que les flots se séparent et qu'ils peuvent le traverser tous les deux, Élie et Élisée. Ensuite, Élie monte au ciel et Élisée retraverse le Jourdain, et toujours avec le manteau de Élie qu'il a récupéré. Et puis, bien sûr, le Jourdain, c'est le lieu de passage par excellence, puisque c'est le passage, disons, c'est l'endroit du baptême, l'endroit où Jean le Baptiste a fait que l'homme passe d'un état de péché à un état de conversion. Et vous remarquerez
que ce baptême, il se fait également dans de l'eau courante. Voilà, eh bien, nous avons essayé d'aborder ce sujet de l'eau.